Il est 6h30, bienvenue dans le premier point de l'actualité sur RTI 1. Muriel Aouré a foulé le sol ivoirien hier lundi. La vice-championne du monde de sprint féminin et double médaillée d'argent des Jeux d'athlétisme de Moscou a été accueillie par les Ivoiriens dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët d'Abidjan. Cathy Touré. Ils étaient nombreux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir la princesse des pistes, Muriel Aouré, récemment double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres à Moscou. Les comités de supporters, les membres de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, mais aussi le village de l'athlète étaient de la fête. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui nous anime en ce moment. En fait, nous avons tous prié pour que Muriel décroche au moins une médaille. C'est chose faite, c'est mieux 2 médailles. La suite du programme va montrer que tout le Sud-Congoé aime Muriel. Le vendredi, elle ira à Krangabo saluer le roi de Krangabo et venir saluer le roi de Bassam. Et samedi, c'est l'apothéose à Modeste, son village. C'est à 18h20 que la championne est arrivée dans le SAS où l'attendait sa famille et le ministre Dosso Moussa, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ces premiers mots officiels sont pour les Ivoiriens. Je suis vraiment contente d'être ici, je viens juste d'atterrir et je suis pressée de voir la population ivoirienne. Muriel Aouré a ensuite rejoint le salon d'honneur envahi par la presse nationale et internationale pour la conférence de presse. Je suis très contente pour ce que j'ai accompli, être la première femme africaine à avoir une médaille sur le 100 mètres qui est la reine des distances, la distance la plus dure à médailler et vraiment faire ça et revenir 2 jours après pour avoir une médaille encore d'argent sur le 200 mètres. Je suis très contente. J'espère vraiment avoir une médaille d'or seulement au JO, dans le 100 et le 200 et le 60 aussi. J'ai été instruit par le Premier ministre et bien sûr donc par le Président de la République pour être là présent, pour magnifier d'abord notre idole, il faut le dire, elle est devenue aujourd'hui l'idole des jeunes, l'idole tout court de la Côte d'Ivoire par ses succès. Et comme elle l'a dit, son exemple, nous l'espérons, inspirera la jeunesse et dire rien ne vaut le travail bien fait. Et c'est ce que nous souhaitons pour elle, en tout cas, encore beaucoup de victoires. Et le gouvernement sera toujours derrière vous, vous apportera donc l'appui nécessaire pour que vous allez le plus loin possible pour devenir une des championnes de ce monde. D'ailleurs, c'est une foule en liesse qui accueille sa championne. La fête à Muriel Aouré se prolongera jusqu'à la fin de la semaine. Elle sera reçue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le développement de l'agriculture, la croissance économique dans le pays, voilà les principaux points abordés hier à la primature. Le Premier ministre a eu 2 rencontres dans ce sens. Le point avec Mamadou Kouassi. Parti de la Côte d'Ivoire pour des raisons sécuritaires, Africar, une ONG américaine spécialisée dans la promotion de l'agriculture, la sécurité alimentaire et dans l'eau, veut reprendre ses activités en Côte d'Ivoire. Le président de cette structure est venu porter le message au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'intérêt est d'aider les paysans à mieux produire, avoir beaucoup plus de la valeur et avoir la connexion avec le marché, l'écoulement de leurs produits. Par le passé, ici, Africair avait travaillé dans le domaine de la production du riz et du soja. Avec la délégation de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie d'investissement, MIGA, il était question du bilan à mi-parcours des investissements déjà réalisés pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté au gouvernement et au Premier ministre donc les différents produits que MIGA peut apporter à la Côte d'Ivoire pour encourager la venue des investissements dans des domaines prioritaires. Et le gouvernement a pu nous exposer les domaines qui, de son côté, étaient particulièrement importants pour que MIGA s'y implique. C'est un peu tôt pour nous de dire dans quel domaine nous pourrons apporter les prochaines garanties, mais nous allons étudier les demandes du gouvernement. Ce sont environ 1 000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour des investissements depuis la fin de la crise post-électorale. Déjà,
350 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la production de l'énergie, du gaz et du pétrole, ainsi que dans le secteur du bâtiment, les travaux publics et le tourisme. Notamment les travaux du 3e pont de la ville d'Abidjan. Une inspection vient d'avoir lieu sur ces chantiers. L'institution financière, la Banque mondiale donc, se dit satisfaite de l'avancée des travaux qu'elle finance à hauteur de 72 milliards de nos francs. Léon Bro. 22 pieux de réaliser sur les 62 prévus pour la construction des murs de soutènement du pont Henri Konan Bédié. En 15 mois, l'ensemble du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, comprenant notamment ce pont et l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, est exécuté à 40%. Ces explications sont données par le concessionnaire de l'ouvrage à la vice-présidente de la MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, et d'ajouter que le délai de livraison du pont à péage décembre 2014 sera tenu. François Sako finit par convaincre Keiko Honda de la sûreté de l'investissement de la Banque mondiale. We have to check from time to time, but notre travail n'est pas de faire une vérification technique, mais par contre de travailler avec l'ensemble des parties concernées pour s'assurer que ce projet réussit et qu'il apporte les bénéfices au peuple de la Côte d'Ivoire. Pour le groupe de la Banque mondiale, ce qui est important, c'est de soutenir des projets qui ont un grand impact sur les populations. Et j'ai donc été ravi de voir ce qui va être un projet de ce type en permettant d'accélérer les transferts et les voyages des populations dans Abidjan. Sur les 152 milliards de francs CFA, coût du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, la participation de la Banque mondiale est évaluée à 72 milliards de francs CFA. Elle représente des garanties couvrant pendant 15 ans des risques d'expropriation, de guerre, de troubles civils, de rupture de contrat. Et puis ce matin, c'est la centrale thermique d'Azito qui va recevoir la visite de cette délégation de la Banque mondiale. Analyser les secteurs des télécommunications et de l'électricité et puis comparer les expériences internationales des réformes dans ces secteurs, c'est entre autres le contenu de la formation de 9 pays africains francophones. Il est question de développer des stratégies pour améliorer ses performances. La Côte d'Ivoire fait partie de cette formation et elle se déroule ici à Abidjan. Francis Boifo. On a des factures d'eau ou d'électricité ou bien un problème concernant le transport. Quand j'y vais me plaindre et je n'ai pas gain de cause, donc je prends ça comme ça. Pourtant, des structures de régulation existent en Côte d'Ivoire, réagit le ministre du Pétrole et de l'Énergie au nom de ses collègues. Les populations peut-être ne sont pas bien informées, peut-être aussi qu'elles ne s'informent pas. Il nous appartient de donner un peu plus d'informations, nous allons nous atteler à faire cela. Le séminaire sous-régional d'Abidjan vient renforcer les capacités des responsables et cadres d'entreprises d'électricité et de télécommunications sur la régulation. Il s'agit effectivement de faire en sorte que les opérateurs puissent produire de l'électricité et de le céder aux abonnés dans les meilleures conditions tarifaires qui soient. Mes attentes pour ce séminaire, c'est d'accroître mes connaissances dans ces deux aspects, à savoir l'accès des tiers au réseau, la gestion des interconnexions régionales à travers le marché de l'électricité des pays de la CEDEAO. 9 pays africains francophones participent à cette rencontre sur la régulation de l'industrie des réseaux, électricité et télécommunications. Réguler les industries en réseau, c'est de trouver un équilibre entre les différents partenaires qui sont l'État, les investisseurs privés et la population pour que chacun tire un profit raisonnable. La réunion s'achève le 13 septembre prochain et sera sanctionnée par des recommandations sur le mode de financement du secteur de l'électricité, problème commun à plusieurs pays africains francophones. 50 pays africains se sont réunis en Afrique du Sud, cette fois pour parler de population et de développement. Pendant 10 jours, des journalistes issus de ces pays ont échangé leurs expériences sur ces questions. Delphine Blas. Afrique du Sud, Johannesburg, Birchwood Hotel. Conférence internationale d'une 50aine de pays sur la population et le développement. Cet atelier est pour impliquer les hommes des médias, les femmes des médias dans le processus de revue de la conférence internationale sur la population et le développement qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Nous pensons que
les médias jouent un rôle extrêmement important dans la mise à l'ordre du jour des questions de population, dans l'implication des hommes politiques, dans ce qui concerne l'avenir de l'humanité. S'engager désormais à travers leur production dans les questions de population et de développement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Mettre fin également aux violences et aux grossesses chez les adolescentes complète les objectifs de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Pour les journalistes africains, cet atelier est à saluer. Il y a de nouveaux concepts qui naissent. Les journalistes ont besoin d'être informés, d'une mise à niveau pour pouvoir bien travailler. Cet atelier est le bienvenu parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de la CIPD dans les médias. Ensuite, après la CIPD, on a commencé à parler des objectifs du millénaire pour le développement. Et finalement, les objectifs du millénaire pour le développement ont un peu caché la CIPD et on n'en parle pas souvent. Donc cet atelier qui permet effectivement de revenir sur la CIPD, de parler des questions de population, est vraiment une très bonne chose. Meilleure compréhension des questions sur la conférence internationale pour la population et le développement, la CIPD, à travers communication, partage d'expériences et discussions. Les journalistes se séparent après 3 jours de travaux intenses, chacun ayant à l'esprit désormais d'attirer l'attention des gouvernants sur le développement des peuples africains. Parlons agriculture, un meilleur encadrement des producteurs d'anarcades, la certification de la chaîne de production de coton. Ce sont entre autres les décisions qui ressortent de la rencontre des experts pour la réforme des filières coton et anarcades. Noël Niagno. La réforme des filières coton et anarcades, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire le document d'opérationnalité où les différentes déclinaisons du décret d'application est validé. 3 jours ont été nécessaires, après discussion et échange entre toutes les parties prenantes. Une grande première. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour tous de se retrouver et de savoir que nous avons un même destin. Et de savoir que ceux qui nous accompagnent ne sont pas contre nous. Au contraire, ils veulent nous aider à trouver une solution. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a salué l'engagement quantitatif et qualitatif des participants avant de les remercier et indiquer l'esprit de la réforme. Nous ne faisons pas une réforme pour que quelqu'un perde tout et on ne fait pas une réforme aussi pour que quelqu'un gagne tout. Nous faisons une réforme pour qu'il y ait un meilleur équilibre et qu'il y ait de l'équité qui assure la pérennité de la filière. Pour cette pérennité, la réforme met en place au plan institutionnel une direction générale de l'ARECA, autorité de régulation des filières coton et anarcades, et 2 directions générales adjointes, l'une pour le coton, l'autre pour l'anarcade. Autre fait notable à souligner dans cette réforme, le retour du zoning au niveau de la filière coton. L'État avait bien dit qu'à partir de 2000, que la filière était libéralisée. Malheureusement, cette libéralisation n'a pas été bien comprise par tous et on a assisté à un désordre. Aujourd'hui, il faut corriger ces désordres-là. Il s'agit simplement de redéfinir des zones aux différents acteurs pour pouvoir mener des actions de développement, des actions à moyen terme, comme la culture attelée, qui constitue aujourd'hui le fer de lance du développement de la culture cotonnière et de la modernisation des exploitations en zone de savane de Côte d'Ivoire. Concernant l'anarcade, l'acquis notable reste la structuration de la commercialisation. L'innovation au niveau de l'anarcade, c'est d'abord la structuration de la commercialisation. C'est une filière naissante, ça a un intérêt économique et donc il faut organiser cette filière. On a constaté qu'il y avait une très forte volatilité au cours de la commercialisation où les prix pouvaient varier vraiment du simple au double. Donc, c'est l'objectif, l'innovation, c'est d'agréer tous les acteurs qui vont intervenir dans cette filière-là. C'est fort de ces acquis et des recommandations formulées pour la durabilité des 2 filières que les participants se sont séparés avec l'espoir que les fruits seront à la dimension du labour de ces 72 heures. L'actualité sur le continent nous conduit en Somalie. En dépit des attentats incessants, le pays se lance dans la reconstruction de ses infrastructures. Des débris, c'est tout ce qu'il reste de ce restaurant populaire de Mogadiscio. 2 ans après le départ des islamistes d'Al-Shabaab,
la paix demeure fragile dans la capitale somalienne. Peu avant l'attentat, Ahmed Jama, le propriétaire du restaurant, nous recevait dans un de ses établissements. Il fait partie des milliers de Somaliens de la diaspora revenus pour investir dans le pays. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je veux que les gens soient libres d'aller et venir sans avoir besoin de garde à l'entrée du restaurant. C'est vraiment mon but. Malgré le drame, Ahmed Jama est déterminé à continuer. La ville reste dangereuse, un attentat en moyenne par mois, mais la situation s'améliore. Mogadiscio se reconstruit, des hommes d'affaires saisissent des opportunités, les gens sortent à nouveau. Et sur le marché aux poissons, l'activité est repartie. L'ouverture de nouveaux restaurants et hôtels a fait grimper les prix, les clients dépensent et les affaires reprennent doucement. Les choses vont mieux. Grâce à Dieu, on peut à nouveau gagner de l'argent. Dans le port de Mogadiscio aussi, on s'est remis au travail. Selon la direction, le port emploie plus de 5000 personnes et engendre plus de 2 millions d'euros de revenus par mois. Des navires marchands arrivent de Dubaï, du Brésil ou d'Inde. Ils amènent de la nourriture, des véhicules, du matériel de construction. Un signe positif pour ce pays qui reste l'un des plus pauvres au monde. La situation s'améliore, on est mieux payé, il y a de nouvelles opportunités d'emploi. Sur la plage, les bâtiments détruits témoignent encore des violents combats. Mais après 21 ans de guerre civile, les habitants redécouvrent des plaisirs simples, longtemps interdits, et goûtent à une liberté retrouvée. C'était pratiquement impossible de venir ici quand Al-Shabaab était au pouvoir. Aujourd'hui, on est libre de jouer au foot, de danser, de sortir avec nos copines. Nous sommes libres. Les défis restent nombreux à Mogadiscio. Chaque nouvel attentat est un coup à l'optimisme qui émerge depuis peu. Mais parmi ceux qui participent à la reconstruction, beaucoup veulent encore y croire. Terminons en Syrie, un début de solution inespéré. La communauté internationale, dont la Russie, appelle le régime de Bachar al-Assad à la destruction de toutes les armes chimiques en sa possession. Et c'est la fin de cette édition. Prochain point de l'actualité, 10h sur RTI1. Je vous laisse avec Baba Koulibaly dans Matin Bonheur. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là. Merci Fatou. Mais avant de te laisser partir, un mot quand même sur Muriel. Muriel, elle est rentrée, on est vraiment content. Hein? On est content. Absolument, oui. En tout cas, elle mérite tout cela. Elle fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Cet accueil. Et ce qui m'a fait sourire et qui m'a plu, c'est ce petit accent qui est typique aux Ivoiriens qui vivent outre-Atlantique. Tout à fait. Voilà, et puis on peut mettre ça en relation un peu avec l'éducation de la petite fille dont on vient de parler tout à l'heure. Bien sûr. Dire que la femme aussi peut accomplir des exploits. Hein. On n'a pas besoin forcément d'être un homme. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est très bien dit, Fatou. C'est très bien dit. Excellente journée à toi. Merci, maman. Nous sommes, chers téléspectateurs, à Matin Bonheur. Nous sommes mardi 10 septembre. Et voilà, nous allons nous intéresser à la semaine sur votre chaîne, la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Grand jeu voting du RAID. Bientôt la grande finale du RAID, édition 2013. Gagnez un réfrigérateur, un split ou un écran plasma et de nombreux autres lots intermédiaires en votant massivement pour les raiders de votre commune. Pour jouer, c'est simple. Envoyez plusieurs fois par SMS le code de votre commune au 98 089 et repartez avec de nombreux lots. Envoyez R1 pour Abobo, R2 pour Atekoubé, R3 pour Marcouri, R4 pour Portboué, R5 pour Adjamé, R6 pour Koumassi, R7 pour Yopougon, R8 pour Trècheville, R9 pour le Plateau, R10 pour Cocody. Attention, les résultats de vos votes seront décisifs pour les raiders. Soutenez les raiders de votre commune en jouant par SMS au 98 089 et gagnez de nombreux lots.